Cette image, quand je le raconte, je le vois. Je le vois. J'ai envie de montrer des photos de gens forts, de gens conscients. D'en voir les richesses. La diversité des vérités possibles. J'ai pris une chaise et je suis allé dehors en dessous d'un arbre. Je ne dis pas écrivaine, mais je préfère dire écrivance. Ça veut dire que je suis sur le chemin de l'écrit, que je marche en écrivant. En fait, que je m'écris, tandis que j'écris, et que le chemin est long. Le chemin est long, il a commencé il y a très très longtemps. Quand j'étais petite, en fait, je rêvais pas du tout d'écrire, mais par contre, j'avais une capacité extraordinaire de raconter des histoires. Sans doute parce que mes parents étaient fonctionnaires, mon père était facteur, donc c'était la bicyclette et les pieds, il marchait lui aussi. Et ma mère marchait aussi, puisque ma mère arpentait les couloirs d'un grand hôpital français, un hôpital qui se trouvait à Orléans. Et donc ma mère était aide-soignante. Ça veut dire qu'aucune culture à la maison, là tous les livres qu'on a derrière nous, autour de nous, n'existaient pas. Il y avait peut-être une dizaine d'ouvrages. C'était peut-être le dictionnaire, la Bible, forcément, nous étions catholiques. Et puis quelques ouvrages ici et là que je n'ouvrais jamais parce que la couverture était très très dure. Et ils sentaient le vieux en fait, ces livres-là. Et moi et mes sœurs, puisqu'on est dans une fratrie, j'ai deux sœurs, Véronique et Isabelle, on passait tout notre temps dans la chambre, pas à jouer à la poupée, parce qu'on n'avait pas de poupée à ce moment-là, mais à raconter des histoires. Et je me souviens, le matin arrivait, on était là toutes les trois, sur le lit, en train de se dire, bon alors on va raconter quoi comme histoire aujourd'hui? Alors il y en avait une qui lançait une histoire, l'autre qui la poursuivait, la troisième qui l'achevait, mais il n'y avait jamais de point, il n'y avait jamais de fin, et hop, on repartait pour une autre histoire. L'après-midi arrivait, le soir déboulait et mon père nous disait « Bon allez, maintenant les filles, allez manger ». Et voilà. Et le matin revenait un autre matin, d'autres histoires, une autre façon à chaque fois de raconter. Donc je crois vraiment que je suis née là-dedans, dans une famille qui aimait les histoires. L'autre casquette que j'ai, c'est réalisatrice. Alors j'aime bien en même temps ce mot-là, réalisatrice, parce qu'il y a le mot « se réaliser » aussi à l'intérieur. Et j'ai l'impression à chaque fois, à chaque film, à chaque documentaire ou à chaque fiction, j'ai l'impression d'apprendre des choses sur l'autre et puis forcément aussi sur moi. Il paraît que c'est ici que je suis née. Là-haut, dans cet appartement où mon père fait semblant de me jeter par la fenêtre. C'est dimanche. Il y a des gens à la maison. Beaucoup de pieds. Beaucoup de rires. Et puis c'est lundi. Et mes peurs, j'ai peur de sortir. Dans la rue, j'apprends à marcher tête baissée. Je deviens une jeune fille immobile. J'ai des milliers de fourmis aux pieds. Tiens, j'avais oublié l'école. Et la Jeanne, là. En 1962, il y a eu un décret de l'État français qui a dit « Voilà, nous allons organiser la déportation des Antillais en France ». Il y a des textes qui le disent, cela. Ainsi, on a permis aux Antillais de venir en France. On leur a dit « On va vous trouver du travail ». Il y a plein de travail, puisque l'Algérie n'est plus française. L'Algérie est rentrée en Algérie, il nous faut de la main-d'œuvre. Il nous faut en fait remplir les cases que les Français... Donc les Français qui ont l'identité soi-disant nationale parce qu'ils sont blancs de peau, ils sont Français, que les Français ne veulent plus en fait accomplir, ne veulent pas accomplir, on va vous faire venir pour travailler. Les Antillais y ont cru, pourquoi? Parce que depuis le XVIIe siècle, on leur disait « Votre identité nationale, c'est une identité française. Vous êtes Français, donc vous restez chez vous, c'est simplement plus loin que chez vous, vous allez parcourir 8000 km, on va vous entasser dans des bars, dans des immeubles, on va vous mettre dans des hôpitaux, mais vous resterez Français, bien sûr, puisque vous êtes Français. » On leur demande de s'assimiler. C'est l'assimilation, c'est le blanchiment, la grande politique de blanchiment dont a parlé Édouard Glissant. Ça veut dire avoir honte de sa couleur, la cacher. Ça veut dire ne pas pouvoir parler sa langue, apprendre très rapidement le français. Ça veut dire porter les habits de France, avoir l'éthique de France. Moi, lorsque je suis née, c'était encore ces discours-là qui dominaient en France. Je suis née, je suis arrivée dans une classe où il y avait 2, 3 Français. À chaque fois, on me posait exactement les mêmes questions. C'est-à-dire qu'on me sommait, dans une certaine mesure, de m'acculturer vite fait, bien fait. Parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça déborde. Parce que la République, soi-disant, est une et indivisible et qu'il ne faut pas comme ça qu'il y ait des identités hirsutes. Ce n'est pas possible. Il faut tout raser.
C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, il faut s'intégrer. Ça a été vraiment, vraiment le discours dans toutes les familles, pas seulement antillaises, hein, les familles italiennes, les familles polonaises, les familles portugaises, les familles espagnoles, les familles maghrébines, ça a été ce discours-là. C'est-à-dire que si vous ne filiez pas droit, si vous ne courbiez pas les chines, si vous ne rasiez pas les murs, alors c'était presque encore d'actualité, où tu l'aimes ou tu la quittes cette France. Hein. C'était presque ça qui était dit. Ma mère frottait toujours ses pieds. Elle faisait comme l'on fait avec les mains. Chaque soir, je l'ai vue qui frottait. Ma mère nettoyait les couloirs d'un grand hôpital français. Je ne sais pas à quoi ressemblent ses pieds aujourd'hui. Je me demande si je pourrais les reconnaître. Les pieds, en changeant de vie, ne laissent que des traces. C'est pas normal, on vous somme en fait d'apprendre effectivement la langue du pays dominant, ce qui est une bonne chose hein, pour ne serait-ce que voilà, trouver un travail, fonctionner. Mais fonctionner, ça ne veut pas dire être. Hein. On ne peut pas en fait fonctionner sans respirer. Ce n'est pas possible. Et la respiration, je suis désolée, ça passe par, au contraire, cette connaissance de ses propres cultures. Ce n'est pas simplement brandir des drapeaux et se dire, voilà, moi je suis algérien, moi je suis... Non, c'est pas ça, ça passe pas par là, mais par une fierté de ce que l'on est, par une connaissance de toutes ces valeurs-là. Et c'est pas la résurgence, c'est simplement se dire que voilà, on vient de quelque part, on vient d'une culture, on a été fait de cette culture-là, ce sont de bonnes choses ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir, on peut pas, c'est vraiment très 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 simple ce que je dis, mais on ne peut pas continuer d'avancer si on n'a pas tout ça derrière soi. On dit que nous portons les pieds de nos parents, qu'ils nous transmettent un peu de leur endurance et de leur fragilité, de leur peur comme de leurs élans. Tandis que je songe aux gros orteils de mon père, je me demande s'il est vrai que nos pieds se ressemblent. Je m'interroge sur cette part de lui que je porte en moi. Est-ce parce que mon père habite encore mes pieds que je n'ai toujours pas pu m'arrimer à une terre ? Quand on est dans un pays, eh bien, le pays, c'est le pays en fait qui vous prend. C'est pas vous qui prenez le pays. C'est pas vous qui vous forcez justement à parler la langue. Ça devrait pas être ça. Le mouvement naturel, c'est l'inverse, c'est le pays, parce que le pays petit à petit vous aime. Ce pays-là, c'est le pays qui vous prend. C'est le pays qui se donne à vous. C'est le pays qui entre en vous. C'est le pays, ça rentre d'abord dans le corps. Alors c'est une façon de marcher. C'est une façon de carrer son corps dans l'espace, c'est une façon de manger, c'est une façon de parler, c'est une façon de saluer. Et finalement, toutes ces façons-là font que eh bien, ça commence à enrichir votre identité première. Et vous-même, vous commencez à donner au pays. J'avais choisi, en fait, il y a quelque temps de m'installer à Saint-Louis, parce que j'avais vu les eaux, parce que j'y avais vu les ponts, et parce qu'il me semblait là qu'il y avait un nid pour ma créolité à moi. Il y avait une porte d'entrée possible, en fait, à Saint-Louis. Et puis voilà, le côté aussi francophone de Saint-Louis, le côté ouvert aussi sur le désert, sur des mondes, moi, qui m'ont toujours intéressée. Alors, le climat, une certaine douceur d'être. J'aimais bien être un peu en bordure du Sénégal. J'étais parisienne, je me suis retrouvée martiniquaise, c'est-à-dire finalement petite fille de Césaire, dans un pays où effectivement il y avait eu la négritude, où ça avait pris quand même à un certain moment de l'histoire. Donc ce n'était pas rien. C'est lorsque ma mère est partie que mon père s'est mis à parler. Avant, il travaille tard, marche beaucoup, vit lourd. Avant, je le questionne longtemps pour qu'il me raconte un peu. C'est quand mon père a cessé de jobber qu'il a compris qu'il ne rentrerait plus. Maintenant, je refuse en fait de me définir par rapport au discours de l'Européen blanc. Ça, je ne peux pas. Parce que toute ma sainte jeunesse, je n'ai fait que ça. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire « je suis antillaise, je suis aussi africaine » parce que je l'ai décidé, parce que l'histoire a été telle qu'elle,
je n'ai pas pris, je n'ai pas embrassé ces cultures-là, comme je le disais, politique de blanchiment. Je me suis toujours définie par « non, je ne suis pas »,« non, je ne suis pas ». À toi, tu es négresse. Non, je ne suis pas négresse. Retourne dans ton pays. Non, je n'ai pas à retourner dans mon pays. Je me suis toujours, en fait, définie, dans ma jeunesse et mon adolescence, j'ai commencé mes phrases par « non, 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 non ». Pas par « je suis »,« je veux » et « j'ai ». Jamais. Parce qu'effectivement, lorsqu'on commence à prendre en compte le discours d'une certaine Europe, alors on va passer tout notre temps à nous définir par rapport à ce que l'autre a déjà défini de nous. Cela n'est pas possible aujourd'hui. On passe tellement d'énergie à déconstruire ces discours-là avant simplement de laisser entendre sa propre voix. Donc maintenant, je fais l'inverse. C'est-à-dire que voilà, j'ai quelque chose à apprendre des Afriques, j'ai quelque chose à dire, mon regard de créole sur ces Afriques-là, je vais sur les lieux. C'est pour ça que j'ai commencé par dire en me présentant, je suis une voyageuse, je marche, je vais dans les endroits. Je ne me laisse pas me mettre, en fait, je laisse personne me mettre dans une boîte aujourd'hui. Je laisse personne me dire, ton chemin il est dans les cales, on va t'apporter à manger. C'est-à-dire on va t'apporter de quoi lire, de quoi réfléchir. Non. Maintenant, justement, forte de tout ça, de toutes ces histoires-là, je vais directement à la source. Si je veux apprendre quelque chose des ports négriers, je vais à Nantes directement. De la même façon, si je veux apprendre quelque chose sur l'esclavage, je retourne au pays. Bien que les archives ne soient pas énormes. C'est le problème. Mais on arrive à obtenir des informations en faisant cela. Et ça veut dire quoi quand on est finalement ressortissant de toute cette histoire-là, héritier? Ça veut dire quoi vivre ensemble? C'est-à-dire, ça veut dire quoi vivre le passé, mais vivre aussi le présent. Ne pas oublier ce qui s'est passé, mais poursuivre son chemin en fait aujourd'hui. Je crois que je suis vraiment, moi, confrontée à cela. Comment faire avec ces espaces? Comment faire avec ces temporalités différentes? Comment faire avec ces cultures? Et c'est pour ça que j'ai l'impression parfois de jongler, d'être voilà, parfois capable d'écrire sur l'identité antillaise, parfois me plonger dans la grande histoire africaine, parfois voilà, un chapitre de l'histoire parisienne, le féminisme. Mais je veux avoir cette liberté-là.